Je m'appelle Michael Morrison. J'ai 35 ans, et j'ai fait capoter le mariage de mon propre frère en plein milieu de la cérémonie en passant un simple coup de téléphone. Avant de vous raconter comment les lumières se sont éteintes sur un mariage à $1 million et ont révélé un mensonge qui empoisonnait ma famille depuis 2 décennies, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est une histoire dingue, et je suis content que vous soyez là pour l'écouter. Tout a commencé dans l'obscurité. Pas l'obscurité douce et romantique d'une danse lente, mais un vide soudain, violent et absolu. Un instant, l'air était rempli des notes riches et envolées d'un quatuor à cordes, un son tellement cher qu'il avait probablement son propre agent. L'instant d'après, il n'y avait plus rien. Un silence lourd et suffocant s'est abattu sur les 200 invités, un silence si profond qu'il semblait être un poids physique. J'ai vu le premier violoniste, un homme à la crinière argentée parfaitement coiffé, tapoter son micro avec une expression déconcertée. Un boum creux résonna légèrement, puis s'éteignit. Il regarda ses collègues musiciens. Ils se contentèrent de le regarder en retour, leurs archets figés au-dessus de leurs instruments. Puis le monde s'est arrêté. La douzaine de lustres massifs en cristal suspendus au plafond drapé de soie de la tente principale clignotèrent 1 fois, 2 fois, puis s'éteignirent. Chaque lumière sur le vaste domaine de Willowbrook, les guirlandes lumineuses tissées dans les chênes anciens, l'éclairage ascendant élégant sur la maison principale, les projecteurs illuminant l'hôtel, disparurent en un instant. Nous avons été plongés dans une obscurité si complète qu'on avait l'impression d'être au fond de l'océan. Un souffle collectif aspira l'air restant hors de la tente. Il fut suivi d'une vague de murmures confus, qui se transformèrent rapidement en bavardages paniqués. Un bébé, réveillé de son sommeil, se mit à pleurer, un cri aigu et perçant qui transperça l'énergie nerveuse. Et puis, par-dessus tout, un seul cri aigu de rage et d'incrédulité pure et non diluée. C'était Belle, la mariée de mon frère, une silhouette de dentelle blanche contre la lumière mourante. Les lumières de secours placées au ras du sol s'allumèrent quelques secondes plus tard. Elles n'illuminaient pas, elles déformaient, projetant de longues ombres grotesques qui dansaient comme des démons. Elles baignaient la scène dans un jaune maladif et jaunâtre, donnant à chacun un aspect pâle et malade. On pouvait voir la panique gravée sur les visages, la recherche frénétique de réponses. Mon père, Robert, toujours l'homme d'action, était sur ses pieds, sa voix tonnante. « Victoria, qu'est-ce qui se passe, bon Dieu ? Fais démarrer le groupe électrogène. » Ma mère, Eleanor, s'accrochait à son bras, son masque de mondaine soigneusement construit s'effondrant dans une horreur véritable. Mon frère, Ethan, le garçon doré, le marié, se tenait juste à l'autel, clignant des yeux comme un cerf surpris, totalement inutile. Mais je n'ai pas bougé. Je suis resté parfaitement immobile sur ma chaise pliante bon marché au dernier rang, celle qu'ils avaient si gentiment fournie quand ils étaient à court de place dans la section familiale. Et tandis que le chaos tourbillonnait autour de moi, un sentiment étrange et profond de paix s'installa au plus profond de mes os. Je n'étais pas surpris. Je n'avais pas peur. Je n'étais même plus en colère parce que j'étais la seule personne dans tout ce bazar chaotique à savoir que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un bug. C'était une conséquence. Mon téléphone vibra dans ma poche, une vibration silencieuse contre ma jambe. Je n'avais pas besoin de le regarder. Je savais que c'était Francis, mon assistant, qui me confirmait que la directive finale avait été exécutée. Alors que tout le monde se demandait si une tempête avait mis hors service un transformateur ou si le personnel avait commis une erreur colossale, je pensais à un appel vidéo que j'avais eu avec mon avocat 6 semaines auparavant. Je pensais à la détermination froide et dure qui s'était installée dans mon cœur parce que cette histoire ne commence pas avec une panne de courant. Elle commence avec des années d'effacement silencieux, d'être traité comme un fantôme dans ma propre famille. Elle commence avec un dernier acte d'irrespect écrasant qui est devenu le catalyseur d'une réponse méticuleusement préparée. C'est l'histoire de la façon dont le frère bénéficiaire du fonds fiduciaire, inoffensif pour une famille, a finalement décidé de montrer à tout le monde qu'il n'était pas qu'un invité à la fête. Il possédait le lieu, le traiteur, le groupe et le sol même sur lequel il se tenait. Et ce soir, le loyer était dû. Pour comprendre le pourquoi de cette nuit, vous devez comprendre le quoi. Le quoi, c'était ma famille, les Morrison de Willowbrook. De l'extérieur, nous étions le rêve américain imprégné de classe du vieux monde, un vaste vignoble de sang âcre au cœur du pays du vin, un nom de famille qui ouvrait les portes, un héritage de succès. Mes parents, Robert et Eleanor, étaient maîtres de cette image. Ils présidaient des galas, siégeaient à des conseils d'administration et étaient l'image même de la grâce philanthropique. Leur fils, mon jeune frère Ethan,
était leur chef-d'œuvre. Il était doté de l'apparence de mon père et du charme social de ma mère. Il flottait à travers la vie sur un courant de bonne volonté, semblant toujours retomber sur ses pieds après chaque faux pas, inconscient du vaste filet de sécurité invisible sous lui. Et puis il y avait moi, Michael, le fils aîné, le remplaçant, le silencieux, le maladroit qui préférait les livres aux fêtes et les bilans aux matchs de polo, la déception. Ils n'ont jamais utilisé ce mot, bien sûr. Mes parents étaient trop polis pour une telle honnêteté grossière. Mais leur déception était un bourdonnement constant de faible intensité en arrière-plan de ma vie. C'était dans la façon dont les yeux de mon père se glaçaient quand j'essayais de parler de mon travail. C'était dans la façon dont ma mère changeait de sujet chaque fois qu'un ami demandait ce que je faisais dans la vie, tandis qu'Ethan était préparé à hériter de l'héritage familial, un héritage qui, en réalité, s'effondrait sous le poids de sa propre incompétence. J'avais déménagé en ville et fait la seule chose que personne n'attendait. J'ai construit quelque chose. J'ai fondé une société de capital investissement, Atlas Holdings, à partir d'un appartement de la taille d'une boîte à chaussures avec un ordinateur portable d'occasion et un estomac plein d'ambition. Les premières années ont été brutales. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours par semaine. Je mangeais des nouilles ramen et dormais sur le canapé de mon bureau. J'y ai mis toute mon énergie, et j'ai réussi au-delà des rêves les plus fous. J'ai transformé cette start-up miteuse en une entreprise de 50 millions de dollars. Mais pour ma famille, ma réussite était une vérité qui dérangeait. Elle ne correspondait pas à leur récit, alors ils l'ont ignorée. Dans leur réalité soigneusement construite, j'étais toujours juste Michael, le frère aîné excentrique qui vivait du modeste fonds fiduciaire que grand-père avait laissé. C'était une fiction sur laquelle ils étaient tous d'accord parce qu'elle maintenait la hiérarchie familiale intacte, Ethan le prince, et moi, le bouffon de la cour. L'amère ironie était que moi, le bouffon, j'étais secrètement le roi. J'étais le filet de sécurité. J'étais le bienfaiteur silencieux et invisible qui empêchait leur monde fantastique tout entier de s'effondrer. Le point de rupture, le moment où les plaques tectoniques profondes de mon ressentiment ont finalement bougé, est survenu 6 mois avant le mariage. J'étais au milieu d'une négociation tendue dans ma salle de conférence lorsque ma ligne privée a sonné. C'était mon père. Sa voix, habituellement si pleine d'une confiance tonitruante, était mince et tendue. « Michael, nous avons un problème sérieux. » Je me suis excusé de la réunion. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?»« C'est le vignoble, dit-il, sa voix se brisant. La banque, il réclame le prêt. Nous allons tout perdre. » J'ai fermé les yeux. Je savais que ça allait arriver. Ethan, dans le but de se diversifier, avait convaincu mon père d'investir massivement dans une start-up technologique spéculative qui a fait faillite. Ils avaient utilisé Willowbrook comme levier pour obtenir le capital, et maintenant la facture était due. Ils étaient sur le point d'être saisis, de perdre le symbole même de l'identité de notre famille. L'ancien moi, le fils dévoué, aurait sermonné. La partie en colère de moi voulait crier: je vous avais dit de ne pas lui faire confiance avec ce genre d'argent. Mais le PDG en moi a simplement demandé: combien? 3 millions, chuchota Teil. Nous avons besoin de 3 millions avant la fin du mois. Je n'ai pas soupiré. Je n'ai pas hésité. J'ai juste dit: je m'en occupe. Je ne lui ai pas dit comment. Je ne lui ai pas dit que je demanderais à mon équipe juridique de former une nouvelle société écran, Northwood Holdings, pour acheter l'ensemble du portefeuille de dette à la banque. Je ne lui ai pas dit qu'à partir du mardi suivant, je deviendrais le créancier privilégié et unique du domaine de Willowbrook. Je ne lui ai pas dit que je possédais désormais littéralement notre maison familiale. Je me suis contenté de résoudre le problème, silencieusement, comme je l'ai toujours fait. 2 jours après que le virement ait été effectué, ma mère a posté une photo sur son Instagram. C'était une photo ensoleillée d'elle, de mon père et d'Ethan, tous souriants, trinquant avec des coupes de champagne sur la véranda. La légende était un couteau dans mon ventre. Elle disait, tellement incroyablement fière de mes garçons d'avoir surmonté la tempête. Ce n'était pas facile, mais le vrai courage des Morrison finit toujours par triompher. #famille forte #béni. Ils ne m'ont même pas appelé, pas un texto, pas un email, pas un seul mot de remerciement. Ils m'avaient rayé de mon propre acte héroïque. À ce moment-là, assis dans mon bureau froid au mur de verre, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère. C'était une étrange clarté froide, une tranquille détermination. La relation que je pensais avoir avec ma famille était un mensonge, et j'en avais fini de faire semblant.
Alors, quand l'invitation au mariage est arrivée 6 semaines avant le grand jour, je n'ai pas été blessé. J'étais prêt. C'était une chose fragile et bon marché, le genre qu'on achète par paquet de 50. Le cachet de la poste indiquait qu'elle avait été postée seulement 2 jours auparavant, bien après que les invitations en relief et calligraphiées aient été envoyées à leurs vrais amis. Mon assistant, Francis, l'a placée sur mon bureau poli comme si elle était contaminée. Francis était un ancien marine à la retraite de 60 ans, bâti comme une borne d'incendie et farouchement loyal. Il était la seule personne sur Terre à connaître toute la vérité sur les finances de ma famille. Il tenait les livres secrets, suivant chaque prêt, chaque cadeau, chaque renflouement. Il a jeté un coup d'œil à l'invitation. Un peu tard, n'est-ce pas, monsieur? Avec tout le respect que je vous dois, vous n'envisagez pas d'y aller. Je dois y aller, Francis, dis-je, ma voix uniforme. Je me suis adossé, regardant l'horizon de la ville. C'est la dernière donnée dont j'ai besoin. Donnée? Il avait l'air confus. C'est une insulte. C'est plus que ça, expliquai-je. Pendant des années, j'ai espéré qu'un jour ils me verraient, qu'un jour ils apprécieraient ce que je fais. C'est un mauvais modèle économique, Francis. L'espoir n'est pas une stratégie. Je vais à ce mariage pour mener un audit final. J'ai besoin de tout voir une dernière fois de mes propres yeux. J'ai besoin d'être témoin de toute l'étendue de la pourriture pour que, lorsque je partirai enfin, il n'y ait pas le moindre doute ou regret. Francis, le vieux soldat, comprit le langage de la stratégie. Il acquiesça lentement. Une mission de reconnaissance alors, pour confirmer la position de l'ennemi avant de vous retirer. Exactement. Le lendemain, j'ai organisé une vidéoconférence avec Marc, mon avocat personnel. Marc était un requin en costume à $1000, un homme qui vivait pour les petits caractères. Marc, commençai-je, j'ai besoin que tu prépares un dossier complet sur une affaire confidentielle. Je vous écoute, dit-il, son visage impassible à l'écran. Je veux un historique complet et documenté de tout mon soutien financier à la succession familiale Morrison et à ses entités associées au cours des 10 dernières années. Je veux tout, le renflouement du vignoble, les prêts commerciaux effacés pour mon frère, les fonds pour couvrir les mauvais paris boursiers de mon père. Je veux des actes, des certificats d'action, des relevés bancaires. Il doit culminer dans un résumé clair et sans équivoque indiquant ma participation majoritaire, 72%, pour être exact, de tous les actifs familiaux, y compris Willowbrook. Le sourcil de Marc tressailla, le seul signe de sa surprise. C'est une position importante, Michael. Quel est l'objectif? L'objectif est la clarté, dis-je. Je veux que l'information soit présentée d'une manière impossible à mal comprendre. Langage simple, graphique clair. Je veux qu'il soit relié professionnellement dans 10 classeurs de présentation. Faites-les en rouge. Rouge, répéta-t-il, un fantôme de sourire jouant sur ses lèvres. Une couleur puissante. Et comment devrions-nous appeler ce dossier? Intitulez-le l'examen financier complet de la famille Morrison. Considérez que c'est fait, dit Marc. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Moi aussi, Marc, répondis-je. Moi aussi. Le trajet jusqu'à Willowbrook quelques semaines plus tard était surréaliste. Chaque point de repère déclenchait un souvenir, mais les souvenirs étaient maintenant souillés. Le vieux chêne auquel nous avions l'habitude de grimper ressemblait maintenant à un actif imposable. Les vignobles vallonnés n'étaient pas un symbole de la maison, ils étaient une garantie. Je me suis souvenu d'un Thanksgiving, je devais avoir 12 ans. J'avais passé un mois à construire une maquette de fusée détaillée, avec un système de lancement à 2 étages. J'en étais si fier. Je l'ai donné à mon père en cadeau. Il y jeta un coup d'œil, dit « C'est chouette, fils », et l'a mis de côté. Quelques minutes plus tard, Ethan lui a donné une bouteille de scotch coûteux qu'il avait fait acheter par notre gouvernante. Mon père rayonnait, tapotant le dos d'Ethan. Ça, c'est un cadeau. T'as de la classe, fils. J'avais passé toute ma vie à essayer de leur montrer ma fusée, alors qu'ils n'avaient Dieu que pour le scotch. En remontant la longue allée de gravier, j'ai vu l'effervescence de l'activité, l'immense tente blanche, l'armée de traiteurs, le service de voituriers, un mariage de roi pour un prince qui n'avait jamais gagné un sou. J'ai pris une respiration lente et centrée, comme me l'avait appris mon thérapeute, inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 6 secondes. Je n'étais plus le garçon blessé de 12 ans.
Je n'étais plus le fils invisible qui mendiait une miette d'attention. J'étais Atlas. J'étais celui qui soutenait leur monde, et j'étais sur le point de hausser les épaules. Je suis sorti de la voiture, j'ai redressé la veste de mon costume sur mesure, et j'ai marché vers la maison où j'ai grandi, un étranger avec une mallette pleine de dynamite. Le front froid est arrivé au moment où j'ai franchi le seuil. Ce n'était pas un changement de temps, c'était un changement dans le climat humain. Maria, la gouvernante en chef, avait été une figure chaleureuse et maternelle pendant toute mon enfance. C'est elle qui me bandait les genoux éraflés et me donnait des biscuits en cachette. Quand je suis entré dans le grand hall d'entrée, elle était en train d'arranger des fleurs sur une console. Elle m'a vu, et pendant une seconde fugitive son visage s'est illuminé de cette vieille chaleur familière. Puis elle a disparu, remplacée par un masque tendu et professionnel. « Monsieur Michael », dit-elle, sa voix raide, ses yeux fixés sur un point quelque part au-dessus de mon épaule. « Bienvenue. »« Ça me fait plaisir de vous voir, Maria, » dis-je, essayant de combler le fossé soudain entre nous. « Comment vont les petits-enfants ? » « Ils vont bien, merci, » répondit-elle, me tournant le dos pour s'occuper d'une rose. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup de choses à préparer. » Elle se hâta de descendre le couloir sans un autre mot. C'était un rejet clair et brutal. Le personnel avait été informé, je n'étais plus de la famille. J'étais autre. Le brunch de bienvenue sur la véranda était un chef-d'œuvre d'agressivité passive. J'ai trouvé ma mère tenant salon, une flûte de champagne à la main, rayonnant de charme mondain. Elle racontait une histoire animée au Hamilton, de riches voisins qui possédaient la ferme équestre attenante. Quand elle m'a finalement remarqué en train de planer au bord de son cercle, son sourire a vacillé pendant une fraction de seconde. « Oh, Michael, te voilà, » dit-elle, son ton suggérant que mon arrivée était un inconvénient mineur mais nécessaire. Elle fit un geste vague dans ma direction. « Charles, Cynthia, vous vous souvenez de mon fils aîné, Michael ?» « Bien sûr, » lança Charles Hamilton, me jetant un regard amical mais vide. « Content de vous voir, fiston. Qu'est-ce que vous faites ces jours-ci ? » C'était la question que ma mère redoutait. J'ouvris la bouche pour répondre, mais Eleanor me coupa avec un rire léger et tintant. « Oh, Michael est un esprit libre », annonça-t-elle au groupe. Il a mené une vie simple en ville, profitant du fonds fiduciaire que mon père lui a si généreusement laissé. Nous sommes tellement heureux qu'il ait pu se détourner de ses loisirs pour être ici pour le grand jour de son frère. L'air s'épaissit de pitié. Les Hamilton me lancèrent ce sourire de sympathie spécifique réservé aux causes perdues et aux animaux de sauvetage. Je sentis la chaleur familière monter dans mes joues, mais je la repoussai. Je me contentai de leur rendre un sourire calme et vide. « C'est une belle journée pour un mariage, n'est-ce pas ?» dis-je, ma voix uniforme. Élément d'audit numéro 1, émasculation publique et fausse déclaration, dûment noté. J'ai passé l'heure suivante comme un fantôme à la fête, dérivant entre les conversations, un homme invisible dans un costume à $1000. Les mots flottaient autour de moi, des bribes du récit familial sur lequel ils s'étaient tous mis d'accord. Non, je ne pense pas qu'il voit quelqu'un, confia ma tante Vivien à une autre cousine. C'est dur quand on n'a pas une vraie carrière à offrir. Un homme a besoin d'ambition. Vivien était une juge à la retraite, une femme que je respectais, mais même elle avait cru au mensonge. J'ai entendu dire qu'il avait essayé de lancer une sorte d'entreprise il y a des années, mais ça n'a jamais abouti, ajouta mon oncle David. C'était le même oncle David dont j'avais personnellement garanti le fonds d'études de son fils lorsque l'entreprise de David avait fait faillite. L'hypocrisie était à couper le souffle. Chaque commentaire était une petite incision précise. Au moment où le soleil commença à se coucher, j'étais couvert de 1000 petites coupures. Le dîner de répétition de ce soir-là était conçu pour une humiliation maximale. C'était une affaire extravagante sous une canopée d'étoiles avec de longues tables magnifiquement décorées. Un calligraphe avait écrit les cartes de nom. J'ai cherché la mienne à la table familiale principale, sachant déjà ce que j'allais trouver, Robert, Eleanor, Ethan, Belle, les parents de Belle, la grand-tante Héloïse, pas de Michael. J'ai parcouru les autres tables, mes yeux traçant l'élégante écriture. Mon nom n'était nulle part. C'était comme si je n'existais pas. Juste au moment où un œuf froid de certitude se formait dans mon estomac, Victoria, la planificatrice de mariage, m'intercepta. Son visage était un masque d'efficacité tendue. « Ah, Monsieur Morrison », dit-elle en tapotant son presse-papier. « Nous avons eu un ajustement de dernière minute pour les sièges. Désolé pour la confusion.
La table familiale était juste tellement pleine. Ses excuses étaient aussi vides que ses yeux. Je comprends parfaitement, dis-je. Où aimeriez-vous que je m'asseye? Nous vous avons réservé une place juste ici, dit-elle, m'éloignant de la chaleur et des rires des tables principales. Elle s'arrêta près de l'entrée de service où le personnel de traiteur s'affairait à entrer et à sortir. Là, à l'extrémité même d'une table remplie de lointains cousins au 3e rang, se trouvait une seule chaise pliante métallique solitaire. C'était une arrière-pensée, une insulte délibérée. J'ai regardé la petite chaise triste, puis Victoria. Je lui ai fait un signe de tête lent et délibéré. Merci, Victoria. C'est parfait. J'ai tiré la chaise et je me suis assis, le dos tourné à la majeure partie de la fête. Elle s'attendait à une scène, à une dispute. Ma soumission silencieuse sembla la déconcerter plus qu'une explosion n'aurait pu le faire. Élément d'audit numéro 2, ségrégation calculée confirmée. La confirmation définitive finale de mon statut est venue de la seule personne dont j'avais espéré, stupidement, qu'elle pourrait être un allié. James et moi avions été frères de sang à l'âge de 10 ans. Nous avons grandi dans les maisons l'un de l'autre. Il avait passé d'innombrables nuits à Willowbrook, avait vu de ses propres yeux le favoritisme flagrant, la cruauté désinvolte. Il connaissait la vérité. Mais James avait toujours été un caméléon social, et quand Ethan est devenu le centre gravitationnel de notre scène sociale au lycée, James a été lentement, inexorablement attiré dans son orbite. Maintenant, en tant que témoin d'Ethan, sa transformation était complète. Je l'ai trouvé au bar ouvert tenant salon avec les autres garçons d'honneur, tous riant fort. J'ai décidé de faire une dernière tentative. James, dis-je en m'approchant du groupe. Content de te voir. Il se tourna et nos yeux se rencontrèrent. Pendant un instant, j'ai vu une lueur de quelque chose de réel, un souvenir de longs après-midi d'été et de secrets partagés. Puis elle s'est éteinte, remplacée par l'expression froide et gardée d'un homme protégeant son statut social. Mike, dit-il, sa voix un peu trop forte. Et, t'es venu. Il me tapa sur l'épaule, un geste creux et performatif. Les gars, voici Mike, le frère d'Ethan. Il n'a pas dit mon frère. Il a dit le frère d'Ethan. Il m'a défini par ma relation avec l'homme à l'honneur. Comment va ta mère, demandai-je, essayant de trouver un terrain d'entente. Elle tient toujours cette petite boutique d'antiquités. Ouais, elle va bien, dit-il rapidement, ses yeux se tournant déjà vers ses amis, terrifié d'être entraîné dans une vraie conversation avec moi. Écoute, je dois. On parlait justement de l'enterrement de vie de garçon. On se reparle plus tard. D'accord. Il me tourna le dos sans transition, rejoignant les rires, me laissant debout au bord du cercle comme un suppliant. C'était un ostracisme public. La douleur était vive et spécifique. Je m'éloignai, les rires des garçons d'honneur me suivant. En passant devant un groupe de haies, j'entendis à nouveau la voix de James, plus basse cette fois, parlant à l'un des autres qui s'était occupé de moi avec un peu de curiosité. Ne t'inquiète pas, dit James avec un rire méprisant. C'est juste Mike. Il y est habitué. Et c'était ça. C'était le son du dernier verrou qui s'enclenchait. Il y est habitué. Ils avaient normalisé leur cruauté. Ils avaient décidé pour moi que mon rôle était d'être le fantôme tranquille et accommodant, la note de bas de page de la famille. Je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, juste un vide immense et froid. L'audit était terminé. Toutes les données avaient été recueillies et compilées. L'hypothèse était confirmée. Je suis sorti dans le vignoble, l'air frais de la nuit étant un soulagement bienvenu. J'ai sorti mon téléphone, l'écran projetant une pâle lumière bleue sur mon visage. Mes mains étaient parfaitement stables. Mon esprit était un piège d'acier. J'ai trouvé ma conversation par message avec Francis. J'ai tapé 3 mots simples, les 3 mots les plus libérateurs de ma vie, confirmé. Procédé comme prévu. J'ai appuyé sur envoyer, une déclaration d'indépendance, une déclaration de guerre. Le matin du mariage s'est levé lumineux et clair, une journée californienne parfaite. De l'extérieur, Willowbrook était une image de célébration idyllique. Le personnel bourdonnait avec un air de chaos contrôlé. Les fleuristes apportaient les touches finales aux magnifiques arches de roses blanches, et l'équipe de traiteurs se préparait à un festin digne de la royauté. C'était une production impeccable. Mais j'étais le producteur, et je savais que le scénario avait une fin inattendue qu'il n'avait pas lue. Je me suis enfermé dans ma chambre d'amis,
une petite chambre stérile dans l'aile la plus éloignée de la maison. J'ai ignoré les coups joyeux à la porte, les appels à me joindre aux festivités d'avant-mariage. Je ne voulais pas faire partie de leur spectacle. Je me suis assis dans un fauteuil près de la fenêtre, mon téléphone sur la table à côté de moi, et j'ai attendu. Le silence était mon sanctuaire. À exactement 10 heures, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant indiquait simplement Francis. J'ai répondu à la première sonnerie. Parle-moi. L'audit final est confirmé, Michael, a dit Francis. Sa voix était sombre, tout était professionnel. Ce n'était pas une découverte soudaine. C'était la présentation officielle d'une enquête interne discrète que le service de conformité de mon entreprise menait depuis des semaines. Les premiers signaux d'alerte avaient été subtils, des schémas inhabituels de flux de trésorerie dans le compte de fiducie familiale. Maintenant, nous avions une vue d'ensemble. Décris-moi tout ça, dis-je, ma voix basse et stable. C'est une leçon magistrale de fraude parasitaire, monsieur, a commencé Francis. Le père de Belle, Marcus Fairfield, est un prédateur beaucoup plus sophistiqué que nous ne l'avions initialement supposé. Sa société de promotion immobilière est fonctionnellement insolvable depuis 3 ans. Il vit sur les vapeurs. Il a vu votre famille non seulement comme un ticket de repas, mais comme une épicerie entière. Francis a exposé le stratagème avec une froide précision. Marcus avait créé 2 sociétés écrans, toutes 2 avec des noms impressionnants et à consonance légitime, Fairfield Prestige Property et Pinnacle Group Investment. Il a ensuite approché Ethan avec une opportunité immobilière unique dans une vie, une chance pour Ethan de sortir enfin de mon ombre et de devenir un acteur. Il avait rédigé une série d'accords de partenariat complexes, nommant Ethan comme directeur clé. Ethan, aveuglé par son désespoir de faire ses preuves et son engouement pour Belle, a signé chaque page sans consulter d'avocat. Il pensait devenir un magnate. En réalité, il devenait un pigeon. Les petits caractères étaient l'interrupteur de sécurité, a poursuivi Francis. Ils ont donné aux entreprises de Marcus le pouvoir unilatéral de retirer d'une ligne de crédit de 20 millions de dollars. Et cette ligne de crédit, Michael, était garantie contre le fonds subsidiaire Atlas 7, le fonds que vous avez créé pour gérer les actifs familiaux, le fonds qu'ils appellent tous la fiducie de grand-père. Un feu froid brûlait dans mon ventre. Ils avaient pris ma générosité, ma protection silencieuse, et l'avaient transformée en une arme contre moi. Combien de dégâts, ai-je demandé. Selon le rapport de ce matin, ils ont prélevé 4,3 millions de dollars, a déclaré Francis. Nous avons retracé les dépenses, un paiement de 200 000 dollars à ce planificateur de mariage, 150 000 dollars au traiteur, 80 000 dollars pour la garde-robe de Belle, 2 nouvelles voitures de luxe pour Marcus et sa femme, un acompte d'un demi-million de dollars sur une maison de plage à Naples, en Floride. Ils ne finançaient pas seulement un mariage, Michael. Ils finançaient une toute nouvelle vie à vos frais, et Ethan était celui qui avait laissé le coffre-fort grand ouvert. Le mot flottait dans l'air entre nous, fraude. La situation avait dégénéré bien au-delà du manque de respect familial. C'était un crime fédéral. Mon propre frère, par son ignorance délibérée et son incompétence stupéfiante, était un complice. Merci, Francis, dis-je, ma voix dangereusement calme. Vous m'avez donné tout ce dont j'ai besoin. J'ai mis fin à l'appel. Pendant un long moment, j'ai juste regardé par la fenêtre la journée ensoleillée parfaite. Ma décision n'était plus seulement une question d'émotion. C'était une décision commerciale, une stratégie de gestion des risques. J'avais le devoir fiduciaire envers mon entreprise et mes investisseurs d'arrêter l'hémorragie. J'ai repris le téléphone et composé la ligne privée de mon banquier, David Davis, à First National. Davis était un homme qui comprenait le pouvoir, la discrétion et l'importance de suivre les instructions à la lettre. Il avait déjà reçu un briefing préliminaire. Monsieur Davis, dis-je, renonçant à toute amabilité. Michael Morrison. Cet appel est enregistré à des fins d'assurance qualité. J'appelle pour confirmer ma directive officielle concernant la ligne de crédit de Fairfield Holdings, numéro de compte se terminant par 774. J'ai le dossier devant moi, Michael, répondit Davis, sa voix un baryton calme. Je suis prêt à procéder. La directive est la suivante, vous honorerez tous les paiements, frais et traites de ce compte jusqu'à exactement 21h ce soir, heure du Pacifique. À 21h01, cette ligne de crédit doit être gelée. Je veux un gel dur. Toutes les tentatives de transactions ultérieures, quelle que soit leur taille ou leur origine,
doivent être refusés pour cause de fonds insuffisants. Cette directive est-elle claire et sans ambiguïté? Parfaitement claire, Michael, confirma Teil. Les instructions seront exécutées précisément comme vous l'avez indiqué. Merci, David. J'ai raccroché. La première charge était prête. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail administratif principal de mon entreprise. En quelques clics, j'ai navigué jusqu'au calendrier de paiement automatisé. J'ai trouvé le fournisseur de services publics pour le compte du domaine Willowbrook. La facture d'électricité mensuelle, une somme considérable à 5 chiffres grâce au système d'irrigation du vignoble, était programmée pour le paiement automatique aujourd'hui. Depuis 2 ans, depuis que j'avais repris la dette, mon entreprise la payait comme sur des roulettes. J'ai regardé la ligne. J'ai déplacé mon curseur sur le bouton « Annuler les paiements futurs ». J'ai cliqué dessus. Une petite boîte s'est ouverte, un dernier avertissement de sauvegarde, l'annulation de ce paiement peut entraîner une interruption de service. J'ai cliqué sur « Confirmer ». La deuxième charge était prête. Le reste de la journée s'est écoulé dans une brume étrange et détachée. J'ai mis mon costume sur mesure, une armure gris foncé. Je suis descendu à la cérémonie dans le jardin. La scène était surréaliste. J'ai vu ma mère ajuster le nœud papillon d'Ethan, son visage rayonnant de fierté. J'ai vu mon père partager un rire cordial et un cigare avec Marcus Fairfield, complètement inconscient que l'homme avec lequel il se liait était en train d'éventrer activement les finances de sa famille. 2 patriarches sur la scène, l'un un roi et l'autre un escroc. J'ai trouvé ma chaise pliante en métal à l'arrière, mon trône d'insignifiance désigné. De mon point de vue, j'avais une vue parfaite de toute la mascarade. J'ai vu ma cousine Sarah, l'infirmière discrète. Elle m'a fait un petit sourire inquiet. Je l'avais appelée ce matin et je lui avais demandé de faire une petite chose pour moi plus tard dans la soirée. Elle avait accepté sans poser de questions. C'était une bonne personne piégée dans une famille d'utilisateurs. La cérémonie a commencé. La musique a enflé. L'officiant a commencé à parler sur un ton élevé d'amour, de confiance et des liens sacrés de la famille. L'hypocrisie était si épaisse qu'elle était presque comique. Belle, dans une robe qui coûtait plus que le salaire annuel moyen d'un Américain, ressemblait à une princesse. Ethan, le beau prince, avait l'air fier et nerveux. Ils étaient les stars d'une production qu'ils ne savaient pas que je réalisais. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 20h55, il reste 5 minutes. Mon cœur a commencé à battre un rythme lent et régulier contre mes côtes, un compte à rebours. Il ne s'agissait pas d'une vengeance mesquine. Il s'agissait de responsabilité. Il s'agissait de forcer un groupe de personnes volontairement aveugles à voir la lumière en les plongeant d'abord dans l'obscurité. L'officiant sourit chaleureusement. Et maintenant, Ethan et Belle vont partager les vœux qu'ils ont écrits l'un pour l'autre. J'ai regardé à nouveau ma montre. 20h59, le rideau allait tomber. L'effondrement n'a pas commencé par un coup de tonnerre. Il a commencé par le sifflement subtil et frénétique d'un murmure paniqué. Au moment où Belle ouvrait les lèvres pour commencer ses vœux, ses yeux brillants d'une émotion répétée, j'ai vu Victoria, la planificatrice de mariage, se raidir près du bord de la tente. Sa main a volé vers son oreillette, sa bouche parfaitement rouge à lèvres bougeant dans une tirade silencieuse et furieuse. Ses yeux se sont dirigés vers la tente tentaculaire du traiteur. Je savais avec une certitude absolue ce qui se passait. La dernière tranche pour la restauration, une somme bien supérieure à 6 chiffres qui devait être facturée à exactement 21 heures, venait d'être catégoriquement refusée. Un instant plus tard, le chef cuisinier, un grand homme intimidant en blouse blanche, est sorti en trombe de la tente du traiteur et s'est dirigé droit vers Victoria. Leur discussion à voix basse s'est rapidement envenimée. Son visage était rouge, le sien était blanc. Les invités des premiers rangs ont commencé à s'agiter, leur sourire parfait vacillant alors qu'ils sentaient la perturbation dans la force. Puis la deuxième charge a explosé. Le quatuor à cordes, qui jouait un fond sonore doux et romantique, s'est tu. En plein milieu d'une note, le premier violoniste a baissé les yeux sur sa partition, puis sur ses collègues musiciens, son expression exprimant une pure confusion. Le technicien du son, un jeune homme avec un casque autour du cou, vérifiait frénétiquement sa console. Il leva les mains en signe de renoncement impuissant. Leur paiement final, celui qui déclenchait la deuxième moitié de leur contrat de spectacle, n'avait pas réussi à se matérialiser. Pas de paix, pas de spectacle. La musique était officiellement morte.
Un silence profondément gênant s'est abattu sur les 200 invités. L'air s'épaississait de questions non dites. L'officiant, un professionnel engagé qui essayait désespérément de sauver la situation, s'éclaircit la gorge. L'amour, commença-t-il, sa voix paraissant anormalement forte dans le calme, est un lien qui peut surmonter toutes les tempêtes, toutes les difficultés techniques. Il n'a jamais pu terminer sa platitude. C'est à ce moment-là que le disjoncteur principal a sauté. Les lumières ne se sont pas seulement éteintes, elles ont été assassinées avec un bruit sourd viscéral qui a semblé ébranler le sol même. Chaque watt d'électricité du domaine a été coupé. Les magnifiques lustres, les guirlandes lumineuses romantiques, les projecteurs théâtraux, tout s'est éteint. Le monde a disparu dans une obscurité profonde et terrifiante. Le son qui a suivi était primitif, un seul souffle unifié de 200 personnes, suivi d'un raz-de-marée de panique. Les murmures se sont transformés en cris. Des cris de « que s'est-il passé » et « est-ce que tout le monde va bien » ont rempli l'air. Et puis, perçant tout, il y avait le cri de Belle, un son brut et animal d'un rêve assassiné. Les lumières de secours au sol se sont allumées en clignotant, baignant la scène dans leur étrange lueur jaune-vert. Ce n'était plus un mariage, c'était le décor d'un film d'horreur. Les invités étaient debout, trébuchant dans la pénombre. Mon père hurlait après Victoria. Ma mère s'accrochait à son bras, son visage un masque de terreur blanc comme du papier. Et au centre de l'ouragan, j'étais assis. J'étais le centre calme, l'observateur silencieux. J'ai senti le chaos me submerger sans me toucher. Belle était en pleine crise. Son sang-froid soigneusement construit s'était brisé en 1 million de morceaux. Ça ne peut pas arriver, hurlait-elle, sa voix se brisant. Mon mariage parfait est ruiné. Ses yeux sauvages et paniqués ont parcouru la foule, cherchant quelqu'un à blâmer, et ils se sont posés sur moi. Elle m'a vu assis là parfaitement immobile sur ma chaise pliante bon marché, le seul point fixe dans son monde de désastre en rotation. Dans son esprit en déroute, mon calme a dû ressembler à de la culpabilité. Elle s'est dirigée vers moi en piétinant, sa robe Vera s'en mêlant autour de ses chevilles. Elle tenait toujours un plateau de flûte de champagne à moitié vide, une relique bizarre d'une fête qui était morte il y a quelques instants. Elle a poussé le plateau contre ma poitrine, faisant cliqueter les verres. « Ne restez pas assis là », a-t-elle crié, son visage tordu de fureur. « Faites quelque chose d'utile pour une fois dans votre vie. Peut-être que vous pouvez aider à nettoyer. » C'était parfait, l'ironie ultime. Même alors que son monde s'effondrait, son instinct ancré était de me voir comme de l'aide. J'ai levé les yeux vers elle, mon expression illisible. J'ai pris le plateau de ses mains tremblantes, mes mouvements lents et délibérés. Je l'ai soigneusement placé sur le siège vide à côté de moi. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était pas forte, mais elle a transpercé le chaos environnant comme un scalpel de chirurgien. Je pense que le personnel professionnel s'en occupe, Belle, ai-je dit, ou il l'aurait fait si ses chèques de paie avaient été encaissés. J'ai ensuite regardé au-delà d'elle et j'ai croisé le regard de ma cousine Sarah. Elle se tenait à proximité, observant tout l'échange avec un regard de compréhension naissante. Je lui ai fait un signe de tête unique, presque imperceptible. Il était temps. Sarah, une infirmière discrète dans sa vie quotidienne, s'est déplacée avec la grâce concentrée d'un médecin de terrain. Elle s'est dirigée vers un banc discret où elle avait laissé son sac fourre-tout. Elle en a sorti 10 épais dossiers rouges cramoisis. Elle s'est déplacée silencieusement à travers les membres de la famille abasourdis qui étaient regroupés comme des survivants d'un naufrage. Elle a remis un dossier à mon père, un à ma mère, un à ma grand-tante Héloïse, un à Marcus et sa femme, un à tante Vivien et oncle David. Enfin, elle s'est approchée de mon frère Ethan et a placé le dernier dossier dans ses mains. Le seul son dans la tente ruinée était le bruissement de 200 personnes essayant d'être silencieuses et le froissement collectif du papier cartonné alors que les dossiers étaient ouverts. Dans la faible lumière, j'ai vu la lueur d'une douzaine de flashs de téléphone s'allumer, illuminant la première page. Le titre était austère et audacieux, l'examen financier complet de la famille Morrison. Le visage de mon père, déjà pâle, s'est complètement relâché. La main de ma mère a volé à sa bouche, son souffle étant audible même à 6 mètres de distance. C'est tante Vivien, la juge à la retraite, qui a brisé le charme. Sa voix était un murmure de cheval, mais elle portait le poids d'un marteau de tribunal. Elle fixait les documents, son visage un mélange d'incrédulité et d'horreur naissante. « Michael, dit-elle, sa tête se relevant brusquement pour me regarder, ce n'est pas possible. Ces papiers, ils disent que vous détenez le titre de Willowbrook, libre et dégagé.
Il est écrit ici que vous possédez, mon Dieu, 72% des actifs familiaux consolidés. Une nouvelle vague de choc, plus profonde que la panne, a réduit au silence tout le rassemblement. Chaque personne s'est tournée pour me regarder. Le fantôme dans la machine venait de sortir de l'ombre. Ethan a baissé les yeux sur son propre dossier, puis est revenu vers moi, son visage étant une toile d'une confusion totale. Mike, de quoi parle-t-elle? C'est quoi, ces bêtises? Avant que je puisse répondre, Marcus Fairfield a retrouvé sa voix. C'était un rugissement de rage pure et désespérée. C'est absurde, pathétique, une jalousie fantastique. Vous essayez de détruire le mariage de ma fille par dépit. Je me suis finalement levé de ma chaise pliante. Je me suis dirigé vers eux, mes pas lents et mesurés. L'équilibre du pouvoir dans la pièce avait tellement changé fondamentalement qu'il semblait que les lois de la gravité avaient été réécrites. Détruire, dis-je, ma voix résonnant avec une autorité froide et tranquille que je n'avais pas réalisé que je possédais. Comment puis-je détruire quelque chose que j'ai payé? Je me suis arrêté directement devant Belle, dont le visage était passé de la colère à la consternation totale. Je n'ai pas ruiné votre mariage, Belle, dis-je, croisant son regard avec le mien. J'ai juste arrêté de le payer. Le silence qui a suivi était différent. Ce n'était pas le silence de la confusion ou du choc. C'était le silence de la compréhension, le son de 100 pièces de puzzle différentes s'emboîtant en même temps dans 100 esprits différents. Le frère du fonds fiduciaire, la note de bas de page de la famille, l'homme dans la chaise pliante, était le patriarche. La bouche de Belle s'ouvrait et se fermait comme un poisson, mais aucun son ne sortait. La vérité était trop grande, trop bouleversante pour qu'elle puisse la traiter. Arrêter de payer, a-t-elle finalement réussi à balbutier. C'est ridicule. Mon père a payé pour ça. Il m'a dit qu'il l'avait fait. Vraiment, dis-je, ma voix dangereusement douce. J'ai laissé mon regard dériver d'elle à son père. Marcus Fairfield transpirait visiblement maintenant, son smoking coûteux ressemblant soudain à un costume bon marché. Soyons précis, Marcus. Avez-vous utilisé votre argent, ou avez-vous utilisé les 4,3 millions de dollars que vous avez détournés d'une ligne de crédit garantie contre mon entreprise? Une ligne de crédit que vous avez obtenue en commettant une fraude, en utilisant mon propre frère comme complice involontaire. Chaque mot était une frappe de précision. J'ai vu Ethan tressaillir, la couleur se vidant de son visage. Il s'est tourné vers Marcus, les yeux écarquillés d'une horreur naissante. Prêt? Quel prêt? Papa, dit-il, le mot sonnant étrange alors qu'il s'adressait à son futur beau-père. De quoi parle-t-il? Marcus gonfla sa poitrine, un dernier effort désespéré de bravade. C'est de la diffamation. Je ne vais pas rester ici à écouter ces mensonges scandaleux. Mon avocat en sera informé dès lundi matin. Je serais déçu s'il ne l'était pas, répondis-je, ma voix aussi froide que le cœur d'un banquier, parce que mon avocat, Marc, a déjà compilé un exposé complet et détaillé sur vos activités. Il a les documents de constitution pour vos sociétés écrans. Il a les relevés bancaires montrant les virements de fonds. Et, plus important encore, il a les accords de partenariat que vous avez fait signer à Ethan, ceux qui le rendent personnellement responsable de la dette qu'il a involontairement garantie. Ce n'est pas de la diffamation quand c'est documenté, Marcus. Ce sont des preuves, et je crois que le procureur de district sera très intéressé à les voir. C'était le coup de grâce, la mention du procureur. La fanfaronnade s'est évaporée de Marcus Fairfield en un instant, ne laissant derrière elle qu'un vieil homme dégonflé et terrifié. La mère de Belle laissa échapper un sanglot étranglé et serra le bras de son mari. Les invités, réalisant que ce n'était plus un spectacle mais la scène d'un crime, ont commencé à se retirer. Ils se sont déplacés en groupe silencieux et maladroit, chuchotant furieusement, leurs yeux allant de moi à la famille Fairfield. Ils abandonnaient le navire qui coulait. En quelques minutes, la pelouse soignée, qui avait été le théâtre d'une célébration à $1 million, n'était plus qu'un champ de débris, occupé uniquement par les acteurs clés de cette tragédie. Mon père, Robert, s'était effondré dans une chaise. Le dossier rouge était ouvert sur ses genoux comme un jugement final. Son visage était enfoui dans ses mains, ses épaules tremblant. Ma mère se tenait figée à côté de lui, son expression un cocktail toxique de honte, de fureur et d'incrédulité totale. Elle pleurait la mort de son illusion la plus chère. Mon travail ici était terminé. La vérité, dans toute sa gloire brutale, était libre. Je me suis tourné pour m'éloigner. Michael, attends.
La voix d'Ethan était rauque. Il m'a rattrapé au bord du vignoble, loin des regards indiscrets de ceux qui restaient de la famille. Son visage au faible clair de lune était une épave. Il était couvert de larmes et creusé. « Je ne comprends pas, dit-il, sa voix se brisant. Le vignoble, vous possédez le vignoble ? Je possède la dette, les jeux corrigés doucement, ce qui, à toutes fins utiles, signifie que je possède le vignoble. Je l'ai sauvé de la saisie il y a 6 mois après que votre investissement ait mal tourné. » Ses yeux s'écarquillèrent. Il secoua la tête comme pour déloger une information que son cerveau refusait d'accepter. Mais tout le reste, les actions de tante Vivien, l'entreprise d'oncle David, l'héritage. Pendant la meilleure partie d'une décennie, Ethan, j'ai été le fonds d'urgence de la famille, l'investisseur silencieux, la raison pour laquelle vous avez tous pu continuer à jouer le rôle des riches Morrison alors que les fondations de votre monde s'effondraient. Et pendant la meilleure partie d'une décennie, vous avez tous collectivement décidé que je valais moins que la poussière sur vos chaussures. Je ne savais pas, murmura-t-il, les mots sonnant pathétiques même à mes oreilles. Mike, je jure sur ma vie que je ne connaissais pas les prêts. Il m'a dit que c'était une formalité, une chance de construire quelque chose. Je voulais. Bon Dieu, c'est tellement stupide. Je voulais t'impressionner. Je voulais enfin faire quelque chose qui te ferait me voir comme un égal. L'ironie était si amère qu'elle me fit presque rire. Et dans votre tentative de m'impressionner, vous avez fait confiance à un étranger et vous lui avez remis les clés de mon coffre-fort. Il s'étouffa d'un sanglot, un son brut et laid. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé, Mike, pour tout. Pour chaque blague à tes dépens. Pour chaque fois que je suis resté là sans rien dire et que je les ai laissés te rabaisser. J'étais un lâche. J'étais faible, et j'étais un lâche, et je t'ai laissé tomber. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, le garçon doré, terni et brisé. Et j'ai senti une émotion surprenante bouillonner au-delà de la colère et de la blessure. C'était de la pitié. C'est fini maintenant, Ethan, dis-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. On ne peut pas remettre ça dans la boîte. Nous ne sommes pas ceux que nous pensions être. Je ne suis pas celui que tu pensais que j'étais. Et toi, il s'avère que tu n'es pas non plus celui que tu pensais être. C'est quelque chose que tu vas devoir comprendre par toi-même. Je l'ai laissé là, debout au milieu des vignes, un garçon perdu dans les ruines de sa propre vie. Alors que je me dirigeais vers le parking, une silhouette est sortie de l'ombre. C'était ma grand-tante Héloïse, 82 ans, à peine 1,50 m, mais elle possédait plus d'acier que n'importe quel homme de notre famille. Elle posa une main étonnamment forte sur mon avant-bras, m'arrêtant, ses yeux, brillants et intelligents, perçant les miens. C'était un acte de guerre difficile mais nécessaire, dit-elle, sa voix claire et stable. Ils ont été aveugles pendant très longtemps, Michael. Parfois, la seule façon de faire voir des gens volontairement aveuglés est de brûler leur maison. Elle me tapota le bras. Ton grand-père, mon frère, il a vu la force en toi. Même quand tu étais un garçon, il aurait été immensément fier de l'homme que tu es aujourd'hui, décisif, puissant, plein de principes. Ne laisse jamais ces imbéciles te faire sentir petit à nouveau. Ces mots étaient comme un baume de guérison sur une vie de blessure. C'était l'approbation, la validation que j'avais passé toute ma vie à rechercher, et elle ne venait pas de mes parents, mais de cette petite femme féroce. Je suis monté dans ma voiture et j'ai descendu la longue allée de gravier du domaine de Willowbrook. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Il n'y avait plus rien là-bas pour moi. Les 6 mois qui ont suivi le non-mariage ont été une période de démolition contrôlée et de reconstruction soignée, la mienne. Je ne me suis pas attardé pour me réjouir ou pour gérer les retombées. J'ai délégué cela à Marc, mon avocat. J'avais besoin de distance. J'avais besoin d'air. J'ai vendu mon appartement terrasse dans la ville avec sa vue sur les tours de béton des autres et j'ai acheté une maison de verre et d'acier austèrement moderne perchée sur une falaise à Big Sur. Le seul son était le rugissement incessant et apaisant de l'océan Pacifique. C'était le son de la purification. Les répercussions juridiques pour les Fairfield ont été rapides et brutales. Face à la montagne de preuves présentées par Marc, l'équipe juridique de Marcus Fairfield lui a conseillé de capituler immédiatement. Pour éviter un procès public, des accusations criminelles et la possibilité très réelle de prison, il a signé un accord complet. Il a liquidé tous ses actifs restants, les restes pathétiques de son entreprise en faillite, la maison de plage de Naples, les voitures de luxe, et les a remis à une fiducie que j'avais créée.
Les fonds ont été utilisés pour rembourser partiellement la dette qu'il avait accumulée. Belle, horrifiée à la perspective d'une vie sans crédit illimité, a demandé une annulation si rapidement qu'elle a probablement donné un coup de fouet à Ethan. Leur grande histoire d'amour, il s'est avéré, avait un prix. Avec l'ancien monde en cours de démantèlement, je me suis concentré sur la construction d'un nouveau. J'ai investi mon énergie et une partie importante de mon capital dans le lancement officiel de la Fondation Atlas. Notre mission était simple, financer et encadrer des entrepreneurs brillants et motivés issus de milieux où les portes sont généralement fermées. Nous ne faisions pas que rédiger des chèques, nous offrions un partenariat. Notre première boursière était une jeune femme nommée Dr. Iris Thorne. Elle était une doctorante de 26 ans d'une école d'État qui avait développé une alternative révolutionnaire au plastique biodégradable dans son garage. Elle était brillante, passionnée, mais toutes les sociétés de capital risque auxquelles elle s'était adressée l'avaient rejetée comme étant trop jeune ou manquant d'expérience commerciale. Ils la considéraient comme un risque, je la considérais comme une star. Je me suis envolé vers son petit laboratoire dans l'Ohio. J'ai passé 2 jours avec elle, non pas en tant que bienfaiteur, mais en tant qu'étudiant. J'ai écouté pendant qu'elle expliquait la science, ses yeux brillants de passion. Je l'ai aidé à affiner son plan d'affaires. J'ai appelé mes contacts dans la fabrication et la distribution. La sensation était indescriptible. C'était un jeu à somme positive. L'aider à réussir me semblait infiniment plus gratifiant que de colmater les fuites dans le navire qui coulait de ma famille. Ma propre famille a tenté de reprendre contact. Les messages vocaux de ma mère étaient une leçon magistrale de manipulation émotionnelle, oscillant entre des excuses larmoyantes et des voyages de culpabilité passif-agressif. Les courriels de mon père étaient de longs manifestes décousus sur ses propres regrets et sur le fait qu'il avait toujours su que j'avais ça en moi. C'était trop peu, beaucoup trop tard. J'ai créé un dossier spécial dans mon courriel pour leurs messages et j'ai demandé à mon assistant de filtrer leurs appels. La limite était non négociable. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'autopréservation. L'approche d'Ethan était radicalement différente. Il m'a appelé une fois 2 mois après le mariage. Sa voix était calme, dépouillée de toute son ancienne arrogance. « Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit », a-t-il dit. « J'appelle pour te dire que je me suis inscrit à un cours du soir pour obtenir un certificat en gestion d'entreprise, et j'ai trouvé un emploi dans un entrepôt où je charge des camions. » Je suis resté silencieux, ne sachant pas comment répondre. « J'ai besoin d'apprendre à travailler », a-t-il poursuivi, sa voix remplie d'émotion. « J'ai besoin de comprendre la valeur d'un dollar que j'ai gagné moi-même. J'ai besoin de construire quelque chose, Michael, même si ce n'est qu'un mur de boîte sur une palette. J'ai besoin que ce soit à moi. » C'était la chose la plus honnête que je l'ai jamais entendu dire. J'étais toujours prudent, mais pour la première fois, j'ai senti une lueur de quelque chose d'autre que la pitié ou la colère. « Tiens-moi au courant de tes progrès, » ai-je dit, et je m'en suis tenu là. Ce n'était pas un pardon, mais c'était une porte ouverte, une fissure de lumière. Le chapitre définitif final de l'ancien monde s'est clos un mardi gris de mars. Un coursier a livré un colis épais et officiel de l'avocat chargé de la succession de la grand-tante Héloïse. Elle était décédée paisiblement à l'âge de 82 ans un mois auparavant. Ses funérailles avaient été une petite affaire privée, et j'avais prononcé un éloge funèbre qui célébrait sa force tranquille. Le colis contenait son dernier testament. En lisant, j'ai eu le souffle coupé. Héloïse, dans son acte final de pouvoir matriarcal, avait complètement remanié le paysage financier de la famille. Elle avait mis en place une fiducie modeste et gérée avec soin pour Ethan, suffisamment pour s'assurer qu'il ne serait jamais démuni mais pas assez pour le sauver de la nécessité de travailler. Elle a laissé des montants symboliques à mes parents, mais la majeure partie de sa succession considérable, son vaste portefeuille d'actions et d'obligations, sa participation majoritaire dans 2 grandes sociétés, sa collection d'art, m'a été entièrement laissée. Plus que cela, elle m'avait nommé comme seul exécuteur de son testament et fiduciaire successeur pour toutes les fiducies familiales restantes. Glissée à l'intérieur du document juridique se trouvait une note manuscrite sur son papier à lettres personnelles. Son écriture était une écriture fragile mais élégante. « Michael, ne confonds pas cela avec un fardeau. C'est un outil. Ton grand-père a construit un royaume, et ton père a presque laissé cela s'écrouler. Tu as la force et la vision nécessaires pour construire un empire. Ne laisse pas la sentimentalité ou la culpabilité déplacée obscurcir ton jugement. Dirige. Tu es né pour ça. Et sois heureux. C'est ma dernière directive. Avec amour, Héloïse.
J'ai plié la note et l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Ce n'était pas un héritage d'argent, c'était un héritage de responsabilité, de confiance, d'héritage. Héloïse ne m'avait pas seulement donné sa richesse, elle m'avait passé le flambeau. Il est remarquable de voir à quel point la vie peut devenir calme lorsque tu finis par faire taire les voix qui t'ont hurlé dessus toute ta vie. Pendant des années, j'ai fonctionné selon le principe erroné que ma réussite était une monnaie que je pouvais utiliser pour acheter le respect de ma famille. Je pensais que si je concluais juste une affaire de plus, si j'ajoutais un autre zéro à ma valeur nette, si je bâtissais une plus grande entreprise, il n'aurait finalement pas d'autre choix que de me reconnaître. J'ai passé la meilleure partie de 2 décennies à essayer d'obtenir une invitation à une fête où je n'ai jamais été vraiment le bienvenu. La nuit du mariage n'était pas une victoire de la richesse, c'était une victoire de la clarté. Le moment où j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation est le moment où je suis vraiment devenu puissant. Ma valeur n'a jamais été entre leurs mains au départ, elle a été mienne depuis le début. La vie maintenant est mesurée selon des mesures différentes. Au lieu des cours des actions, je la mesure en fonction des progrès des entrepreneurs que ma fondation soutient. Au lieu des assemblées d'actionnaires, j'ai de longues promenades sur la plage avec mon chien, un chien de sauvetage nommé Winston. Ma relation avec Ethan est une reconstruction lente et prudente. Nous parlons une fois par semaine. Il me parle de son travail, du patron difficile, de la petite satisfaction d'une dure journée de travail. Il est sur la voie d'une promotion au poste de superviseur de car. Il se construit, brique par brique douloureuse. Il n'y a pas de réconciliation facile, mais il y a le plan émerge d'une nouvelle sorte de fraternité, une fraternité fondée sur une dure réalité partagée plutôt que sur un mensonge doré. Mes parents restent des figures distantes dans mon passé. Je suis cordial, mais la porte de ma vie et de mon compte bancaire est fermement fermée. J'ai commencé à tenir un journal, une façon de traiter le long et compliqué voyage. Hier soir, je pensais à ce moment, à l'insulte finale et absurde de me faire remettre ce plateau. J'ai écrit une phrase qui ressemblait à la fermeture d'un livre et à son placement sur une étagère haute. Pour ne plus jamais être ouvert, ils m'ont dit d'aider dans la cuisine. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'ai construit la maison, et maintenant j'en construis une meilleure. Et je le fais, chaque jour. C'est une maison plus calme avec moins de pièces, mais les fondations sont solides, les murs sont droits et la vue est spectaculaire. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû vous battre pour être vu pour qui vous êtes vraiment ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous.